Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de cette édition, le G5 Sahel bénéficie d'un soutien unanime. Les États-Unis s'engagent à appuyer la force conjointe de lutte contre le terrorisme. 60 milliards de francs CFA ont été annoncés. La répartition, elle, se fera sous forme d'accord bilatéral. Un autre accord fait la une ce soir, celle qui lie le Burkina à la Banque ouest-africaine de développement. 40 milliards de francs CFA sont débloqués par l'institution financière sous forme de prêt. La BOAD est fidèle à ses engagements pris lors de la conférence de Paris sur le PNDS. C'est une véritable purge sans précédent qui se mène en Arabie Saoudite. Le prince héritier entend asseoir son autorité dans un environnement économique assaini. Quelques heures seulement après la création d'une commission anti-corruption, des hauts gradés et des princes ont été limogés et arrêtés. Bienvenue à tous. Le médiateur du Faso comme une alternative dans la résolution de certains conflits sociaux, c'est la vision de la nouvelle présidente de l'institution. Une vision présentée au chef de l'État. L'audience accordée à Sarah Sérémé est commentée par Souleymane Sanou et Zoubaviel David Dabiri. Le médiateur du Faso, reçu ici par le président Roch-Marc Christian Kabouri. Sarah Sérémé est à Kosiam pour échanger avec son hôte du jour sur la dynamique qu'elle compte imprimer pour plus de visibilité de son institution. Nous allons d'abord beaucoup agir par la communication pour mieux faire connaître l'institution, pour que cette institution, le médiateur du Faso, ait plus de visibilité. Nous allons aussi agir à travers une innovation, notamment la question de l'autosaisine qui n'a pas encore été très développée par l'institution. Nous savons que cela soit les fonctionnaires ou les citoyens ou les collectivités qui peuvent contacter l'institution, nous allons œuvrer à ce qu'au-delà de cette approche-là, l'autosaisine soit beaucoup développée, beaucoup appréhendée pour que nous arrivons en tout cas à régler les préoccupations des populations. En plus de la visibilité, la déconcentration des services du médiateur du Faso était à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit de rapprocher davantage l'institution des populations et de constituer une alternative à la justice dans la résolution des conflits. Nous allons agir à travers une approche vers une ouverture de l'institution auprès des populations, parce qu'il faut que nous amenions les populations à s'approprier cet instrument de médiation et non préférer parfois des positions conflictuelles qui peuvent amener une insécurité, sinon des crises dans le pays. Une vision à laquelle souscrit le président Roch-Marc Christian Kabouri, selon le médiateur du Faso. Et pour relever le défi de la consolidation et de la déconcentration de cette institution de conciliation, Sarah Sérémé sollicite l'accompagnement de tous les Burkinabés. La 71e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. La quarantaine de parlements membres de l'Union jette un regard sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du continent. Sur la cérémonie d'ouverture, le compte-rendu de Pawandrogo Jean Zongo et Nyarkiteda. C'est une session aux enjeux multiples. Définir le rôle des parlements pour le développement du continent africain tout en intégrant désormais la lutte contre le terrorisme. Il est également question au cours de ce conclave d'examiner à la loupe les différentes recommandations prises lors de la 70e session tenue à Rabat au Maroc en juillet dernier. Nous allons examiner plusieurs choses. Tout d'abord, examiner notre programme d'activité, les actions du budget, les activités et les décisions et les recommandations qui ont sorti à la dernière conférence des chefs du Parlement. Et nous allons aussi proposer au comité exécutif des innovations très importantes pour la réhabilitation et la dynamisation de notre union. Faire de l'Union parlementaire africaine une union au service de la coopération entre les peuples, les participants de Ouagadougou y croient. Une coopération axée sur l'employabilité des jeunes, la résolution des questions du monde rural avec en tête les femmes, le renforcement de la sécurité entre autres, selon le chef du Parlement burkinabé. C'est une tribune de consolidation de la démocratie et le cas du Burkina pourrait servir d'école. Au niveau du Burkina, nous n'avons pas besoin de le démontrer.
Vous avez vu ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre. Cela veut dire que l'Assemblée nationale, les différentes assemblées doivent être toujours les représentants du peuple et ne pas se dévier de cela. Donc en cela, nous pensons qu'à partir de cette rencontre, nous allons faire en tout cas ce qui est de notre pouvoir pour appuyer cette union de façon à ce que l'exemple du Burkina Faso fasse tache d'huile dans toute l'Afrique. La 71e session de l'UPA consacre une bonne partie de ses travaux à la préparation de la 40e conférence des chefs de parlement prévue du 9 au 10 novembre prochain, ici à Ouagadougou. Et justement, c'est dans ce cadre que, en début d'après-midi de ce lundi, la présidente du Sénat du Zimbabwe est arrivée à Ouagadougou. Madame Edna Madzongwe est à la tête d'une délégation pour prendre part non seulement à la 71e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine ouverte ce matin, mais également elle sera aux côtés de ses pairs pour le 40e congrès des présidents des parlements membres de cette union. Je vous le disais, la BOAD investit dans le PNDS. La banque a procédé à la signature de 3 accords de financement sous forme de prêt ce 6 novembre à Ouagadougou. Ce sont environ 40 milliards de francs CFA destinés à renforcer les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. Le point avec Roger Cam et Yolande Lompo. C'est fait. La Banque ouest-africaine de développement vient de débloquer environ 40 milliards de francs CFA sous forme de prêts pour soutenir les 3 secteurs que sont l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Par le premier accord, la BOAD consent un prêt de 250 millions de francs CFA pour financer l'étude de faisabilité du projet de construction de 3 barrages et l'aménagement de 600 hectares de terre sur le cours d'eau de la Faga, dans les provinces du San-Matenga, du Namentenga et de la Nyanya. S'agissant du projet de renforcement du réseau national interconnecté dont l'accord de prêt s'élève à 9,5 milliards de francs CFA, il contribuera à l'intégration progressive du réseau national dans le système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. Ce financement va permettre donc de pouvoir amener la liaison Ouaga-Koudougou à 90 kV. Nous allons développer bientôt une centrale solaire de 20 MW à Koudougou. La ville de Ouaga a une seule liaison 90 kV qui rencontre des difficultés. Et pour pouvoir permettre en tout cas une évacuation efficace à l'intérieur de la ville, il est important par exemple de lier Zaktouli à Kosodo à travers une deuxième liaison. Et c'est cette liaison qui sera donc établie à travers donc ces financements. Le 3e accord de financement d'un montant de 30 milliards de francs CFA, quant à lui, est relatif au financement partiel de la tranche prioritaire du programme d'entretien routier 2017-2019 du Burkina Faso. Nous avons la route Ouagadougou-Kongoussi qui va être entièrement réhabilitée en béton bitumineux. La route Sakouensé-Koudougou qui va également être réhabilitée en béton bitumineux. Ensuite, nous avons à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso 27 km de rues à réhabiliter et à construire. Et l'avenue de l'insurrection populaire à Bobo-Dioulasso qui va du rond-point du cinquantenaire jusqu'à Sarafalao qui va recevoir également le bitume. La BOAD s'était engagée pour un financement global sur la période du plan de 300 milliards de francs CFA. C'est un début de mise en œuvre de nos engagements. Nous avons beaucoup d'autres projets en portefeuille, notamment en matière de sécurité alimentaire, toujours dans les infrastructures routières également. Avec ces 3 accords de prêt, les engagements cumulés de la BOAD au Burkina Faso s'élèvent désormais à plus de 509 milliards de francs CFA. Et à l'issue de cette cérémonie, la délégation de la BOAD a été reçue au Premier ministère. Un moment pour faire le point de la coopération avec le Burkina. On retient de cette audience avec Paul Kabatcheba que l'institution financière assure tenir toutes ses promesses. Paul David Bambara, Vincent Kenrobego. Faire le point de l'évolution de la Banque ouest-africaine de développement ces 4 dernières années sur le plan international et échanger sur les projets à venir, ce sont entre autres les sujets abordés par le patron de la BOAD avec le Premier ministre. Nous avons informé le Premier ministre que de façon dynamique, nos interventions ces 4 dernières années
se situe à un niveau de 400 milliards de francs CFA par an. Nous avons informé également le Premier ministre que depuis 4 ans, nous avons levé des ressources pour un montant d'à peu près 1600 milliards de francs CFA. Dans une très grande partie, donc 50% à peu près, sur le marché international. Nous avons rappelé également au Premier ministre que la BOAD est sur le marché international, comme je viens de le dire, et qu'au-delà de ça, nous avons une notation internationale. Alors sur la structure financière de la banque, j'ai informé et rassuré le Premier ministre que la structure est très bien équilibrée, avec une solvabilité confortable. C'était également le lieu pour le Premier ministre et son hôte d'échanger sur les engagements signés ce matin avec la ministre de l'économie. Des accords qui entrent dans le cadre du développement d'infrastructures routières financées par la BOAD à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Et nous restons à la primature où s'est déroulée une rencontre sur la filière anacarde. La promotion de l'anacarde occupe une place de choix dans l'économie nationale. C'est pourquoi les acteurs et le chef du gouvernement envisagent des mesures innovantes. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a reçu une délégation du Fonds monétaire international. Plus de détails dans ce reportage signé de Souleymane Sanou et Vincent Kendrebogo. Entre le Premier ministre et la délégation du Fonds monétaire international, il a été question de coopération, l'occasion de faire le point sur les interventions du FMI en soutien au gouvernement burkinabé. Maintenant, nous discutons les nouvelles politiques et plans du gouvernement pour 2018 et le moyen terme. L'objectif est de faire en sorte que les plans préservent la stabilité macroéconomique et stimulent une croissance soutenable et inclusive à long terme. Un peu plus tard, ce sont des chefs de département ministériels et des responsables concernés par la filière anacarde qui se sont réunis autour de Paul Kabatieba pour se pencher sur une filière qui rapporte aussi gros à l'économie nationale. Ça apporte tellement en termes de recettes d'exportation. Également, donc, c'est des productions aujourd'hui qui emploient beaucoup de personnes. Il faut alors promouvoir cette filière et la réflexion avec le Premier ministre a abouti à des mesures urgentes à prendre. Il s'agit donc de sérier les autorisations spéciales d'exportation de la noix de cajou et également il s'agit aussi de sérier tous ceux-là qui sont acteurs en ce qui concerne donc cette filière-là. Je parle donc des producteurs, je parle des acheteurs, je parle des exportateurs, je parle aussi des transformateurs. Plusieurs ministères apportent leur concours technique pour une mise en œuvre effective de ces mesures. On en vient à la conférence de presse animée par le ministre en charge des Affaires étrangères. Elle a surtout porté sur une session du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur le financement du G5 Sahel. Le déploiement des 5000 hommes de cette force conjointe de lutte contre le terrorisme devrait être effectif. Les États-Unis s'engagent à accompagner le G5 Sahel à sa manière. Le compte rendu avec Tanga Kafando. Il y a eu de bonnes nouvelles à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, une réunion qui s'est tenue le 30 octobre dernier à laquelle a participé le ministre Alpha Barry. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies a été apprécié positivement par les ministres des Affaires étrangères, puisque ce rapport trouve une articulation entre les Nations Unies, la MINUSMA notamment, et la force du G5, c'est-à-dire la MINUSMA devrait aider la force du G5 du Sahel. Et je voudrais dire à cette occasion, nous avons eu la bonne nouvelle des États-Unis qui ont annoncé une contribution de 60 millions de dollars, 60 millions au niveau bilatéral. Cependant, les lignes n'ont pas beaucoup bougé en ce qui concerne l'option de loger le financement du G5 Sahel à l'ONU et de traiter les militaires de cette force au même titre que les forces onusiennes. Pour le moment, les États-Unis restent sur leur position de ne pas, n'ont pas encore annoncé quelque chose au niveau multilatéral, c'est-à-dire au niveau de la force elle-même du G5. Mais l'espoir n'est pas perdu. Le G5 Sahel a besoin de 270 milliards de francs CFA pour ses opérations et la question sera posée sur la table des bailleurs de fonds le 14 décembre prochain à Bruxelles. Nous avons simplement besoin de moyens.
de moyens. Si on nous donne les moyens, on va y arriver. Et ce sont ces moyens-là que nous avons commencé à chercher. Et bon, on n'a pas attendu que ces moyens arrivent pour commencer à intervenir, mais pour être vraiment dans la pleine capacité, on a besoin de ces moyens qui ont été évalués à 423 millions d'euros. La sécurité au Sahel est une question cruciale pour toute la région, voire pour toute l'Afrique, et le Burkina subit déjà les effets. En 18 mois, 80 attaques, dont 133 morts ont été enregistrées, sans compter les 2000 élèves qui ne vont plus à l'école. Et c'est par un don de matériel que la Chine-Taïwan marque son soutien au développement du Burkina Faso. Plus de 220 millions de francs CFA ont servi pour acquérir du matériel médico-technique. De quoi est-il composé et à qui est-il destiné? Réponse avec Issa Kafando et Aimé Solange Guigma. C'est dans le but d'aider le gouvernement burkinabé à assurer des soins de qualité aux populations que la République de Chine-Taïwan a offert ce lot de matériel médical. Un geste qui exprime l'estime de Taïwan et de son engagement continu en faveur de la coopération avec le Burkina. Concernant la santé, on travaille dans ce domaine depuis longtemps. Y compris pour cet hôpital Blaise Compaoré, on est en train de continuer à fournir la formation et continuer à fournir des matériels médicaux aussi. Donc on croyait que dans ce domaine-là, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, même on est déjà satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, parce qu'on sait que bon, les demandes sont toujours énormes au niveau national. Donc je crois que pour le gouvernement de la République de Chine-Taïwan et l'ambassade, on va continuer à accompagner le gouvernement. Cet apport pour le Burkina traduit le dynamisme de la coopération entre les deux pays. C'est un ensemble d'équipements qui monte à près de 226 millions de francs CFA, composé d'éléments aussi essentiels que des générateurs pour les séances d'hémodialyse, que du matériel pour l'ophtalmologie, que du matériel pour l'hospitalisation, du matériel pour la néonatologie, du matériel pour la radiologie, ainsi de suite. Nous ne pouvons qu'être satisfaits et au nom du gouvernement et des populations bénéficiaires, remercier la République de Chine-Taïwan pour cette marque d'amitié agissante. La République de Chine-Taïwan a initié bon nombre de projets dans le secteur de la santé, dont la mise en place d'une unité d'hémodialyse au CHU de Blaise Compaoré en vue de garantir l'accès des populations aux services sociaux de base et à la protection sociale de qualité. Les efforts du Burkina Faso en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles lui ont valu d'être désigné pour piloter un programme onusien. Il s'agit de celui auquel sont affiliées plusieurs agences du système des Nations Unies et dénommé Paquet de services essentiels pour les femmes et les filles victimes de violences. Le programme a officiellement été lancé à Ouagadougou. Le point avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Malgré les dispositions prises au niveau international et national pour lutter contre les violences faites aux femmes, force est de constater que les statistiques dans tous les pays du monde sont peu reluisantes. Au niveau mondial, une femme sur 3 a subi des violences physiques et ou sexuelles. C'est pourquoi plusieurs agences du système des Nations Unies s'engagent aux côtés des pays pour les accompagner à renforcer leurs projets visant à l'autonomisation des femmes. Le programme vise à renforcer les acquis, mais en même temps à définir les défis avec l'ensemble des intervenants de manière à mettre en place des interventions complémentaires à ce qui se fait dans tous les secteurs impliqués, notamment les services sociaux, la santé, la justice, la police, l'éducation, pour que lorsque une femme ou une fille est victime, quel que soit par où elle rentre, la porte d'entrée, qu'elle puisse bénéficier d'un service complet et de très bonne qualité. Le projet existe il y a de cela 1 an. En Afrique de l'Ouest, c'est le Burkina Faso qui a été désigné pour faire partie des pays pilotes au regard des avancées notables observées dans la prise en charge de certaines violences faites aux femmes. Cela va nous permettre à ce que tous les acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles puissent avoir un référentiel, un guide, un outil qui vont
utilisés en permanence sur le terrain, chacun selon son domaine. Les résultats de cet atelier très attendu selon le ministre en charge des questions de la femme viendront renforcer les dispositifs de lutte contre le phénomène. Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction du Mali. Rendons-nous plus précisément sur la route nationale 15, celle qui relie le Burkina au Mali. Elle est aussi appelée route du poisson ou route de l'intégration et plus que jamais, cette route justifie ce sobriquet. Entièrement refaite, la route est longue de 91 km et a changé de physionomie et partant la vie socio-économique donc des populations riveraines. Sur la réception de l'infrastructure, le reportage de Nong Bakouda et Ernest Kambiré. C'est cette route qui fait la jonction de la section de route de la nationale 15, Wo-Bankas-Koro, longue de 91 km en territoire malien, qui vient ainsi d'être inaugurée. Entièrement aménagée et bitumée par un consortium d'entreprises africaines, dont ATP, l'Africaine des Travaux Publics du Burkina, cette voie communautaire, communément appelée route du poisson ou route d'intégration, fait aujourd'hui la fierté du Mali et de sa population. Vraiment un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui, avec cette route, c'est le désenglement total. Et celui qui quitte aujourd'hui à Bankas, Ouagadougou fait à peu près 400 km. On quitte ici à 14h, vers 21h, déjà on est à Ouagadougou. La qualité de la route, vraiment c'est bien. C'est bien, hein? Bien, très bien même. Hein? Pour l'aménagement et le bitumage de cette route, symbole d'intégration, le Mali et ses partenaires ont mobilisé plus de 80 milliards de francs CFA pour faire de ce passage un véritable cordon ombilical à même de rapprocher davantage les populations sous-régionales en leur offrant un développement socio-économique durable. Tout a été communautaire dans cette route. Vous imaginez qu'entre Bankas et Bandiagara, c'était 3 heures. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Donc je crois que les populations vont être un peu plus heureuses et ce que nous souhaitons, c'est qu'elles soient encore beaucoup plus heureuses et nous allons œuvrer dans ce sens. Ce tronçon bitumé vient améliorer la mobilité, la fluidité dans le transport et les échanges commerciaux et culturels entre le Mali et surtout le Burkina. Nous remercions donc les autorités maliennes et ça démontre donc la coopération sud-sud. C'est les jours de l'inauguration, donc c'est une satisfaction pour nous d'avoir contribué à la réalisation donc de cette belle ouvrage-là. Loin d'être donc la concrétisation d'une simple promesse de campagne du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est une vision sous-régionale du chef d'État malien qui se décline. Dans un pays comme le Mali, les investissements dans les infrastructures de transport constituent un facteur inestimable d'amélioration des conditions de vie des populations. En particulier, une source de création d'emplois, de richesses pour cette jeunesse bien mobilisée depuis ce matin. Et en faisant appel à un consortium d'entreprises africaines, dont ATP, l'Africaine des Travaux Publics du Burkina, les autorités maliennes font à la fois un clin d'œil aux entreprises burkinabées et apportent du même coup une caution morale à cette expertise nationale en matière de bitumage de routes qui s'exporte déjà bien au niveau sous-régional. C'est désormais officiel, Issouf Sawadogo prend les rênes du département des arts, de la culture et du tourisme. Il a été installé dans ses fonctions ce lundi par le secrétaire du gouvernement. Le nouveau ministre entend poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Le point avec Daouda Ouattara et Estelle Judith Assogba. Le président du FASO et du chef du gouvernement, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est fait. Le nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme prend officiellement fonction. Issouf Sawadogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, promet de donner le meilleur de lui-même pour faire rayonner la culture au Burkina Faso et au-delà des frontières. Être ministre, c'est encore un lieu extrêmement important où, en donnant le meilleur de soi-même, on peut à sa modeste façon faire progresser son pays. La priorité, c'est de faire avancer le dossier que mon prédécesseur n'a pas pu terminer. Et puis ensuite, asseoir un programme dans le cadre de la vision du gouvernement du président du FASO. Il remplace à ce poste Taïrou Bari, qui après avoir passé 22 mois à la tête de l'institution,
dit être arrivé au gouvernement avec une mission et aujourd'hui repart chargé d'enseignement. Je repars en cet instant chargé d'enseignement, chargé de leçons, chargé de reconnaissance pour tous ceux qui se sont investis nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles pour relever les défis qui s'imposaient au monde de la culture et du tourisme. Le nouveau ministre entre au gouvernement dans un contexte particulier suite à la démission de l'ex-ministre Barry. Et pour réussir la mission à lui assignée, il dit compter sur l'ensemble des agents et de ses proches collaborateurs. Et le ministre démissionnaire Tahirou Barry était l'invité de votre émission Sur la Brèche. C'était donc hier dimanche 5 novembre. L'émission n'a pas eu lieu et le ministre a tenu à donner une lecture de ce rendez-vous manqué. Nous l'écoutons. J'ai été invité par email par l'animateur de l'émission le dimanche 29 octobre à 11h03. Considérant que j'ai le devoir de m'expliquer devant le peuple, j'ai donné mon accord pour participer à l'émission. Ce n'est que à la veille de cette émission, soit le samedi, que j'ai été appelé par l'animateur pour m'informer que l'émission n'aura plus lieu. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont guidé la non-tenue de cette émission, mais si c'est la vérité qu'on veut assassiner, qu'il sache qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quelle que soit la puissance d'une personne, quels que soient les pouvoirs qui lui sont dévolus, cette personne ne pourra jamais empêcher la lumière du jour de s'étaler, quelle que soit la profondeur de l'obscurité. Dans l'actualité hors de chez nous, Mohamed Ben Salman compte bien parler de lui. Le prince héritier d'Arabie Saoudite a tout d'abord procédé par décret royal à la création d'une commission anticorruption. Puis il a engagé une purge sans précédent de l'administration saoudienne. Des princes et des hauts gradés ont déjà été épinglés. Une purge pour l'exemple en Arabie Saoudite. 10 princes et des dizaines d'anciens ministres ont été arrêtés ce samedi sur décision d'une commission anticorruption. L'annonce émane de la chaîne Al Arabiya financée par Riyad, mais elle n'a pas été confirmée par des sources officielles pour l'instant. L'instance créée récemment est dirigée par Mohamed Ben Salman. Le prince héritier, qui a la main sur les fonctions stratégiques du royaume sunnite, attend la passation du pouvoir qui doit être effectuée par son père, le roi Salman, âgé de 81 ans. S'il a mis en chantier une série de réformes, il a aussi ordonné une vague d'arrestations de dissidents afin d'affirmer son emprise politique. Les États-Unis, une fois de plus, sous le choc. Ce dimanche, une personne a ouvert le feu dans une église baptiste, causant la mort d'au moins 26 personnes. C'est l'une des 5 plus grandes fusillades qu'a connue l'Amérique. Au moins 26 morts. L'effroyable bilan de la fusillade de Sutherland Springs laisse traumatiser cette petite communauté du Texas. C'est la fin de matinée, heure locale, lorsqu'un homme ouvre le feu sur une église baptiste de ce petit hameau avant de continuer son massacre à l'intérieur du lieu de culte. Il sera finalement retrouvé mort peu après à bord de son véhicule. Il s'agit de la pire fusillade de l'histoire de cet État du sud des États-Unis. Parmi les victimes, la fille du pasteur, seulement âgée de 14 ans. On ne pense jamais que quelque chose comme ça pourrait arriver. Ces gens ici, ils laissent leurs portes ouvertes la nuit, ils font confiance. Le profil de l'assaillant est pour l'instant peu clair. Selon des médias américains, il pourrait s'agir d'un ancien militaire d'une vingtaine d'années. Depuis le Japon, où il était en visite, Donald Trump a réagi à l'annonce de la fusillade. Cet acte malfaisant est arrivé alors que les victimes et leurs familles étaient dans un lieu de dévotion sacré. Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que nous ressentons. Dans les larmes et la tristesse, nous restons forts. And through the sadness, we stand strong, oh so strong. Cette tuerie intervient seulement 5 semaines après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. En juin 2015, un lieu de culte en Caroline du Sud avait également été pris pour cible. L'assaillant était alors un suprémaciste blanc. Il avait fait 9 victimes.
Et puis les autorités américaines en savent plus sur l'homme qui a ouvert le feu hier dimanche dans cette église. Il s'agit d'un Américain, un ancien militaire qui voulait se venger de la famille de son épouse dont il est séparé. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.